These teenage sisters believe they're haunted by a poltergeist. I was going to ask the same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 Three. sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. Une compagnie aérienne a fait venir un exorciste, pas dans un film, mais dans la réalité, pour bénir ses propres avions, parce que les membres d'équipage voyaient des morts dans les cabines. Et ce que tu vas découvrir au niveau 5, c'est cette histoire-là, celle que la compagnie a tout fait pour effacer. Salut, moi c'est Lulu, un grand plaisir de vous voir ici avec moi. Ce que vous allez voir ce soir, ce sont 5 cas. 5 cas réels, documentés et vérifiables. De plus anodin au plus inexplicable. Niveau 1, le château. Une légende, des témoins sérieux. Niveau 2, une maison française, la gendarmerie et une question sans réponse. Niveau 3, un bureau en Allemagne, des caméras et des scientifiques. Et des images que personne n'a pu expliquer. Niveau 4, une maison en Angleterre, des enquêteurs officiels et même une fillette qui l'évite. Niveau 5, je t'en ai déjà parlé au début, une compagnie aérienne, un exorciste et un silence officiel qui dure depuis 50 ans. La règle ce soir est simple, tu restes jusqu'au niveau 5 parce qu'il y a un détail dans cette histoire que je te relève uniquement à la fin. Le niveau 1, le château de Cambourg en Bretagne. Un château médiéval du XIe siècle. Tu connais peut-être ce nom, pas pour ses fantômes, mais pour l'homme qui a grandi. François-René de Chateaubriand, l'un des plus grands écrivains de l'histoire de France. Un homme de lettres, rationnel, lucide. Pas le genre à inventer d'histoire. Et pourtant, dans ses propres mémoires, les mémoires d'outre-tombe, il décrit ce qu'il a vécu dans ce château étant enfant. La nuit, des bruits de pas dans les couloirs, une jambe de bois qui traîne sur le parquet, un chat qui apparaît et disparaît sans explication. Chateaubriand ne dit pas que c'était surnaturel, il dit juste que c'était là. Aujourd'hui, le château est visitable, des visiteurs modernes continuent de rapporter des bruits de pas, des portes qui bougent, des présences dans les couloirs la nuit, toujours les mêmes endroits. Toujours sans explication. Ce qui est troublant ici, ce n'est pas la légende, c'est que le premier témoin est l'un des plus grands esprits les plus brillants de la littérature française. Et là, on va passer au niveau 2. On reste en France, mais cette fois ce n'est pas un écrivain qui témoigne, c'est un gendarme. Et ce qu'il a entendu cette nuit-là, dans cette maison, il ne l'a jamais oublié. Le niveau 2. Ce mystère se passe dans un petit village de l'Hérault. En novembre 1987, dans une maison ordinaire, on entend des coups. Sourds, répétés, inexpliqués. La famille ne comprend pas. Ils entendent très loin, ils sont très sourds lorsqu'ils arrivent, mais lorsqu'ils se trouvent à proximité de notre appartement, si on peut dire ici, c'est très fort. Les voisins entendent aussi. J'ai eu l'impression que le poids d'une dalle qu'on lâchait, qui tombait, qui retombait. Disons un tonneau qui pète, quoi. Alors ils appellent la gendarmerie. Le gendarme arrive. Il inspecte la maison, les murs, le sol, le plafond. Il cherche une source, une explication logique. Et il repart sans réponse. Dans son rapport, il note que la cause des coups n'a pu être identifiée. Un gendarme, un rapport officiel, aucune explication. L'affaire attire l'attention d'Yves Lignon. Parapsychologue, pas un chasseur de fantômes amateur, un scientifique.
En attendant les conclusions de ces spécialistes, la famille Boudon continue à supporter ces mauvais coups venus d'ailleurs. Mais quand le seul esprit ne permet plus de résoudre les énigmes, autant s'adresser directement au Saint-Esprit. C'est pourquoi un exorciste doit venir visiter la maison au cours de la semaine. Il se rend sur place, il observe, il analyse. Et il conclut « phénomène paranormal ». Mais voilà où ça devient intéressant. Un géologue arrive à son tour. Et lui, il dit autre chose. La psychocinèse est forcément associée à un trouble affectif. Le vendredi dernier, quand les géologues sont allés dans le puits et qu'ils ont volontairement frappé contre les parois du puits, les Boudons sont les seuls à témoigner d'avoir entendu quelque chose. Une rivière souterraine, des vibrations dans les murs, explication rationnelle, dossier fermé. Mais Yves Lignon refuse. Il dit « cette explication ne suffit pas. Elle ne se rend pas compte de tout ce qu'on a observé. Et depuis 1987, personne n'a tranché. Le dossier est toujours ouvert et sans explication. » On passe au niveau 3 et on quitte la France. On va en Allemagne, dans un bureau ordinaire, où des dizaines de témoins ont vu des choses impossibles. Des choses qui ont été filmées par des caméras officielles et que la science n'a toujours pas expliqué. Et c'est le niveau 3 qui concerne Rosensheim en Allemagne en 1967. Un cabinet d'avocats ordinaires, des bureaux, des dossiers, des téléphones. Pour l'instant, rien de bizarre. Un endroit où il ne devait rien se passer. Et pourtant, les téléphones se décrochent seuls. Les lampes se balancent. Des dossiers quittent les étagères sans que personne n'y touche. Les employés sont terrifiés. Ils appellent les techniciens. Les techniciens inspectent partout. Le réseau électrique, les canalisations, les fondations, rien. Aucune explication technique. Alors arrivent les scientifiques. Le docteur Hans Bender, parapsychologue réputé, et avec lui des physiciens, des ingénieurs. Ils installent alors des caméras, des capteurs électromagnétiques, des enregistreurs et ils filment. Des dizaines de témoins insistent au phénomène, des professionnels, des sceptiques, qui voient de leurs propres yeux des tiroirs qui s'ouvrent seuls, une armoire de 150 kg qui se décolle du mur, filmée, sans intervention humaine visible. Les scientifiques remarquent quelque chose. Les phénomènes se concentrent autour d'une seule personne, une employée. Annemarie Schneider. Quand elle est là, ça se produit. Quand elle part en vacances, plus rien. Elle finit par quitter son poste. Le phénomène s'arrête. Définitivement. Mais personne n'a jamais expliqué comment, ni pourquoi. Le dossier de Rosensheim reste à ce jour l'un de ces paranormaux les mieux documentés scientifiquement au monde. Et nous allons passer au niveau 4, et on va en Angleterre, dans une maison de banlieue ordinaire, où une fillette de 11 ans a été filmée en train de léviter, où des enquêteurs officiels ont passé des mois, où une voix grave d'homme qui sortait de la bouche d'une enfant a été enregistrée. Et c'est le cas, niveau 4, Enfield, banlieue nord de Londres, en août 1977. Une maison ordinaire, une mère seule avec ses 4 enfants, la première nuit des coups contre le mur. Les enfants ont peur. La mère appelle la police. Les policiers arrivent. Et là, devant eux, une chaise se déplace toute seule. 2 agents en sont témoins. 2 agents qui signent un rapport officiel cette nuit-là. Ce n'est que le début. Dans les semaines qui suivent, les phénomènes s'intensifient. Des objets qui volent, des meubles qui se déplacent, des bruits qui réveillent les voisins. Et puis, Jeannette, 11 ans, la deuxième fille de la famille. Elle commence à parler avec une voix qui n'est pas la sienne. Grave, rauque, masculine. La voix dit s'appeler Bill. Et dit être mort dans cette maison.
These teenage sisters believe they're haunted Well, by a poltergeist. I was going to ask the same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 Three. sensible voices. But the rest of the names are absolute rubbish. Très flippant. Des années avant que cette famille n'emménage, la Society for Psychological Research envoie 2 enquêteurs, Maurice Gross et Guy Lyon Playfair, des professionnels, des sceptiques de formation. Ils s'installent dans la maison pendant des mois. Ils enregistrent, ils filment, ils documentent. Plus de 30 heures d'enregistrement audio, des photos, des témoignages de voisins, de journalistes, de médecins. Au total, plus de 30 témoins différents, qui ont tous vu la même chose, dont certains, Jeannette en lévitation, au-dessus de son lit. Photographiés, les sceptiques ont dit « c'est une fraude ». Les enfants ont menti. Mais voilà ce qu'on n'a jamais dit sur ce cas. Les enregistrements de la voix de Bill ont été analysés par des experts en acoustique. Leur conclusion, une fillette de 11 ans ne peut pas physiquement produire ce son. Pas de façon soutenue, pas pendant des heures, sans se blesser à la gorge. Jeannette a été examinée par des médecins, ses cordes vocales intactes. Dossier toujours ouvert. Et le niveau 5 va parler de l'avion du début de la vidéo. Mais ce que je t'avais pas dit, c'est que les fantômes de l'équipage voyaient n'étaient pas n'importe où dans l'avion. Ils apparaissaient toujours au même endroit, et cet endroit avait une raison précise d'être hanté. Une raison que la compagnie connaissait et qu'elle a choisi de taire. Et c'est le niveau 5, les fantômes d'Eastern Airlines, aux États-Unis en 1972. En 29 décembre 1972, Miami, Floride, le vol d'Eastern Airlines 401 décolle pour une nuit ordinaire. Du moins, il pensait. 101 passagers. Un équipage expérimenté. Et à 23h42, l'avion s'écrase dans les Everglades. 101 morts. Dont le capitaine Bob Loft et l'ingénieur de bord Don Repo. Dans les mois qui suivent le crash, des membres d'équipage sur d'autres vols Eastern Airlines commencent à voir quelque chose. Dans les cabines, dans les cuisines de bord, assis dans les sièges passagers. Le visage de Bob Loft et le visage de Don Repo, les 2 hommes morts dans le crash, qui regardent l'équipage en silence. Ce ne sont pas des témoignages anonymes, ce sont les pilotes, des hôtesses de l'air, des mécaniciens, des professionnels formés à garder leur sang-froid, qui signent des rapports, qui témoignent officiellement et qui décrivent tous la même chose, les mêmes visages, les mêmes endroits dans l'avion. Toujours et maintenant, le détail que je t'ai promis depuis le début de cette vidéo, celui que tu attendais, leur appareil où les fantômes apparaissent. Ne sont pas des avions ordinaires. Ce sont des avions qui ont été réparés avec des pièces récupérées sur l'épave du vol 401. Le siège, les équipements de cuisine, les pièces mécaniques récupérées sur l'avion crashé et réinstallées sur d'autres appareils. Les fantômes n'apparaissent que sur ces avions-là, uniquement et jamais ailleurs. La compagnie est informée, elle retire les pièces de l'épave, progressivement, et fait venir un prêtre exorciste pour bénir ses propres avions. Une compagnie aérienne commerciale qui appelle un exorciste, officiellement. Puis, elle a interdit à tout son personnel de parler, de quoi que ce soit. Les témoignages s'arrêtent. Les apparitions aussi. Et le dossier n'a jamais été officiellement ouvert par qui que ce soit. Bob Loft et Don Repo sont morts le 29 décembre 1972.
Eastern Airlines a cessé ses activités en 1991. Les avions ont été démontés, les pièces dispersées. Et depuis, plus personne ne sait où elles sont. Et nous sommes à la fin de cette vidéo. 5 cas, un écrivain qui témoigne, un gendarme sans réponse, des scientifiques qui filment l'impossible, une fillette avec une voix d'homme mort, et des fantômes dans des avions commerciaux. Tous réels, tous documentés. Tous toujours sans explication définitive. Ce qui me trouble le plus dans tout ça, ce n'est pas ce qu'on a trouvé, c'est ce qu'on a choisi de ne pas chercher. Les dossiers fermés trop vite, les témoins qu'on a fait taire, les questions qu'on n'a jamais posées officiellement. Et pourquoi? Dis-moi en commentaire lequel de ces 5 cas t'a le plus troublé. Abonne-toi, like, active la cloche. Merci.